Voilà, on reste justement avec cette même nouvelle consacrée à cette belle découverte à Luxor. Je vous rappelle justement qu'une mission archéologique conjointe égypto-allemande a pu dévoiler des pièces énormes constituant deux statues de rois en forme de sphinx et de la reine Sekhmet sur le site de la rive gauche à Luxor. Nous allons avoir plus de détails non seulement sur cette découverte, mais sur Luxor et la rive gauche de Luxor, riche en fait en monuments historiques qui datent de différentes époques en fait. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne, en direct, M. Simon Sawyer, qui est un expert en archéologie. Bonjour M. Simon Sawyer. Bonjour. Voilà, une belle nouvelle découverte. J'aimerais bien parler de cette découverte, mais tout d'abord du site dans lequel a été faite cette découverte. Justement, il y avait des fouilles, des travaux de fouilles dans cette région et on a pu justement dévoiler deux statues, mais aussi d'autres découvertes. Mais justement, pour commencer, parlez-nous un petit peu de la rive gauche de Luxor et de ces monuments certainement. La rive gauche de Luxor, la rive ouest, c'est la rive dans laquelle il y a eu les temples et les tombes, les temples funéraires et les tombeaux. D'accord. C'est un site qui se divise en quartiers. Il y en a par exemple la vallée des rois, réservée pour les rois du Nouvel Empire, 18e, 19e, 20e dynastie. La vallée des reines, ce sont les épouses des rois. Et à côté de laquelle, la vallée des artisans, dans laquelle il y a un village où résident les travailleurs et les plus grands artistes de l'Égypte, aussi bien que des tombes qui leur appartiennent d'une qualité très élevée et d'une conservation parfaite et des couleurs dans un état merveilleux et plein d'histoires à l'intérieur qui nous décrit la vie quotidienne. Il y a aussi bien la vallée des nobles où il y a eu les gouverneurs, les ministres, les vizirs, les grands messieurs de l'armée. Ils ont été enterrés dans la vallée des nobles. À côté de laquelle il va y avoir le temple de la reine Hatshepsut, le temple de Ramsium, qui a été dédié pour Ramsès II, aussi bien Medinet Habu, qui a été dédié pour Ramsès III, et les colosses de Memnon, qui a été le temple d'Amenhotep III. La rive gauche du Nil est d'une richesse absolue dans laquelle se trouvent plusieurs missions étrangères qui travaillent. Il y en a les équipes polonaises, allemandes, américaines, françaises. Chacun se spécialise dans une zone. Par exemple, les Allemands se trouvent dans la zone du temple d'Amenhotep III avec Merim Petah. Les Français se trouvent dans la vallée des Reines. Les Polonais vers le temple d'Hatshepsut et ainsi de suite. Mais justement, cette dernière découverte, elle a été dévoilée lors de travaux de fouilles ou lors de la restauration des deux statues de Memnon et du temple du roi Amenhotep. En fait, pour savoir précisément la zone où se trouvent les colosses de Memnon, moi je l'appelle un site encore vierge. C'est un site dans lequel les travaux ont démarré depuis le siècle dernier et qui continuent sans cesse, sans arrêt. C'est un site qui n'a pas eu beaucoup d'importance dans le temps, mais une énorme réputation. Et les équipes archéologiques ont travaillé beaucoup pour en faire des découvertes. Et en fait, ces découvertes vont toujours faire parmi d'autres et qui sont un exemple concret de tout ce que peut contenir un site longuement abandonné. Le site n'avait jamais véritablement été fouillé, comme vous l'avez bien dit, et il est en grande partie inexploré. Et depuis 1896, qu'on a des écritures dessus. Ça a démarré déjà à cette époque par le grand monsieur et archéologue, monsieur William Flanders Petrie, qui avait souhaité fouiller le complexe d'Amenhotep III, mais qui n'a pas réussi à le faire. Plein de recherches qui ont été sur le site juste à côté, collé à lequel, c'est celui du roi Merim Petah. Et il faut savoir que plein de choses de ce site ont été, on peut dire, révélées. Aussi bien que le site d'Amenhotep III, qui est riche avec ses monuments, il y a eu une petite part de fouilles archéologiques et on a nommé la zone comme El Heten. Et alors en 1934, un autre grand monsieur, c'est celui qui a travaillé aussi bien à Abu Simbel, c'est l'archéologue Borchardet, et qui a révélé beaucoup d'observations dans les journaux.
Dans les années 50, notre service d'identité égyptienne, il a réalisé beaucoup de travaux d'aménagement et de restauration. Et le service d'identité égyptienne, entre 56 et 59, il a travaillé avec l'Institut suisse et avec la collaboration, on peut dire, de M. Labib Habashi et M. Ahmed Kamal. Ce sont des grands messieurs de notre service. Et jusqu'aux années 70, l'Institut suisse il a fait une grande coopération dans le domaine architectural et archéologique. Et les travaux de recherche ont créé des sondages fabuleux et un grand nettoyage pour certaines parties de l'enceinte. Et avec cela, on a pu réussir à obtenir un plan théorique pour le temple et son enceinte. Et ce n'est qu'une quinzaine d'années plus tard, ça veut dire proche des années 1990, que de nouveau, le site a eu l'attention des grands monsieur. Et d'ici qu'en 1996, il y a eu des grands travaux dans la zone et les fouilles ont entrepris à cette époque avec des grands travaux de conservation. Et c'est là qu'on trouve une très belle écriture de Madame Ourig et qui a dit « C'est au début très difficile, mais j'ai réussi avec l'aide de mes collègues de convaincre la communauté internationale de l'importance du site ainsi de le classer parmi les 100 monuments les plus menacés du monde sur la liste du World Monuments Watch et qui a été 1998 à 99. Et c'est depuis et au cours de 5 campagnes de fouilles consécutives qu'avec la coopération du Conseil suprême des Antiquités, que les travaux qui continuent, et le site, il a révélé à chaque fois des découvertes. De quoi faire un lieu, on peut dire, pour les passionnés de l'Égypte ancienne. Et ce qui est malheureux, c'est le passage des touristes qui visitaient et qui ne facilitaient pas les choses pour les gens qui travaillaient dans le lieu et pour les travaux. En tout cas, il y a eu ce qu'on appelle une désaffection, et elle a commencé depuis le temps des pharaons, mais le temps d'Aménophis III, Thèbes a été abandonné. Alors de là que depuis le temps d'Aménophis et d'Akhenaton, que les problèmes déjà ont démarré. Aujourd'hui, ces deux colosses qui se trouvent en plein milieu des cultures marquent l'emplacement de l'entrée du temple funéraire d'Aménophis III, connu par le fameux nom Aménophonium, et c'est un édifice grandiose et qui est plus imposant que même le sanctuaire de Ramsès II, le Ramsium, et celui de Ramsès III, Medinet Habu. Il est plus imposant que ces deux ensemble. C'est un temple splendide et qui a été fait pour lui, la rive gauche-ouest de Thèbes, une forteresse d'éternité pour toujours. Il a été réalisé en belle pierre blanche de grès. C'est un temple qui était dans le temps complètement, entièrement revêtu d'or. Et son pavement était orné d'argent. Et toutes ses portes étaient en électrum. Il a été construit d'une façon très large et comme un très grand palais est parfait à jamais. Il faut sans doute s'imaginer que les pierres du temple ont été remployées pour d'autres constructions à l'époque. Et si les vestiges sont mutilés, eh bien, il y a eu des travaux quand même de martelage systématique de l'hérésie amarnienne, le temps d'Akhenaton. Les colosses elles-mêmes, elles mesurent 19 mètres et demi en hauteur et leur poids, on parle de 1300 tonnes. Et chacune a été taillée dans un seul bloc de quartzite rouge dans une carrière proche de Léopolis et transportée sur 600 km jusqu'à l'entrée du temple funéraire royal de Thèbes. La renommée de ces colosses est plutôt tardive et on trouve une très belle écriture de l'historien Strabon. Et le géographe grec, il a rapporté une grande partie de temple qu'elle va s'écrouler et que le colosse droite, il a eu une fissure à l'épaule et au bassin. Ça, c'est dû à un tremblement de terre à l'an 27 avant Jésus-Christ. Et depuis ce temps, la pierre se mit à vibrer lors des brusques changements de température et d'humidité qui suivaient
le lever du jour. En tout cas, il faut savoir qu'à cette époque, on écoutait un étrange sifflement et cela était logique, bien sûr, pour l'accident qui a eu lieu, mais une légende va s'installer avec cela et on va assimiler ce bruit aux lamentations de Memnon, le héros de la guerre de Troie qui a été tué par Achille. Et à cette époque, avec le lever du soleil, les colosses de Memnon, quand elles donnaient ce son, il y a eu les pèlerins qui venaient l'écouter au petit matin. Et bien sûr, la plainte des héros était ce beau son et cette belle musique qu'on entendait. Sauf que l'empereur romain Septime Sévère, qui a voulu rendre hommage à ces colosses, il les a restaurés. Et avec cette restauration, il y a eu bien sûr une bouchure et les blocs de grès ont été pleins avec les matières qui ont bloqué le son. Les colosses en possèdent aussi bien la présence de l'épouse du roi, la reine Ti, aussi bien que sa mère, Moutemoya. Et il y a aussi bien le symbole des deux royaumes d'Égypte qui est placé sur les deux côtés. Il y a aussi bien plein de découvertes au cours des travaux, comme par exemple le péristyle qui a été découvert, la cour intérieure, les colonnades, le domaine funéraire d'Amenophis III qui s'étend des colosses de Memnon jusqu'au pied de la montagne thébaine, 500 mètres de longueur. Des centaines de fragments de statues divines et royales en quartzite, en granit rouge et noir ont été recueillis. Il y a aussi bien un torse du dieu Amon et un très beau fragment d'un visage de divinité. Il y a eu aussi bien une tête royale endommagée, aussi bien une paire de pieds et des parties de colosses royaux. La mission a aussi bien retrouvé une tête royale en granit rose du roi Amenophis III, aussi bien que la salle hypostyle qui possède 6 statues, incluant celle de la déesse Sekhmet qui était en granit noir. La mission est fabuleuse. Elle a toujours, à toutes les saisons, repris les travaux et elle a été toujours comme une campagne internationale. Les statues de la déesse Sekhmet, vraiment d'une beauté inouïe. Et le ministère de la culture égyptienne, à un de ces jours, aussi bien elle a intervenu pour en faire beaucoup de travaux intérieurs. Ce sont des travaux, on peut dire, très puissants qui se lancent dans ces lieux. Et il y a des travaux en 2008 et en 2010, aussi bien qu'il y a eu une poursuite dans les années 2011. Ça ne s'est pas arrêté. Et les archéologues égyptiens à cette époque, ils ont fait une très belle découverte pour une statue et une sculpture pour Amenophis. La mission archéologique actuelle, qui avec le service d'identité égyptienne, l'équipe égypto-allemande qui est dirigée par Madame Ourig Sourazian, elle a fait cette semaine une majeure découverte dans le temple et les travaux sont dans un cadre de coopération fabuleux et on déclare que durant la restauration des statues des colosses de Memnon et du temple funéraire du roi Amenhotep III, qui est connu comme le temple des millions d'années, se trouve bien sûr cette rive occidentale, eh bien, un groupe énorme de pierres et de statues royales en forme de sphinx et des statues pour la déesse Sekhmet. La mission qui a révélé les vestiges des murs et les colonnes décorées ont trouvé plein de scènes cérémonielles et rituelles. Alors, aujourd'hui, on explique que parmi les pièces découvertes, il y a les statues colossales en calcaire, aussi bien du roi Amenhotep III. Celles qui sont sous la forme d'un sphinx possèdent une coiffe mangouste, une barbe royale, aussi bien qu'un large collier autour du cou. Les objets ont été retrouvés à l'arrière de la porte du troisième édifice. Eh bien, les deux statues, aujourd'hui, elles sont en état de nettoyage et renforcement et restauration soigneuse. Et cela démontre aussi bien et des inscriptions dans la zone de la poitrine qui portent le nom royal d'Amenhotep III, qui est le bien-aimé de la divinité Amon-Ra. Très bien. Monsieur Simon Sayer, on connaît tous le sphinx justement qui se trouve à Gizeh.
Voilà, c'est le sphinx que le monde entier connaît. Voilà, c'est le corps d'un lion et la tête d'une personne, d'un humain. Et justement, quelle ressemblance ou différence avec le sphinx qui a été dévoilé? Est-ce qu'on a d'autres sphinx justement qui ont été découvertes? Alors, les sphinx, quand ils ont une tête humaine, avec le nom du temple, le temple des millions d'années, ils marquent le début de l'histoire et le roi qui est éternel. Car le début de l'histoire égyptienne avec les dieux, elle a démarré pour honorer le lion en tant que dieu. On l'a vu comme l'animal le plus fort jusqu'au jour que l'être humain, il a commencé, qui est l'Égyptien, il a pu savoir l'existence de l'âme et de l'esprit et il a remonté au niveau céleste, au niveau des dieux. Mais comme le début était le lion, et le lion était l'être le plus fort, le protecteur, quand le roi s'associe avec lui, il marque le début de l'histoire de la religion et de notre relation avec les dieux, car les dieux, à la religion de l'Égypte égyptienne, l'être humain, l'Égyptien, était à la recherche de Dieu, et non pas comme les religions ibrahimiques, dont le Dieu est à la recherche de l'homme. Vu que l'homme était à la recherche du Dieu, le lion représente cette première démarche, et l'association du roi avec l'animal représente l'association de l'humain avec le divin, l'humain avec la religion, l'humain avec le début de l'histoire, dans un temple nommé le temple des millions d'années, pour un roi éternel dans son temple funéraire. Il marque avec cela la relation de l'État, les cieux, le Dieu et la population, tout en une seule unité, habitant la terre, habitant des cieux, la vie continue et il n'y a pas de mort. Et de là, l'être humain avec l'animal marque du début jusqu'à la fin relation continuelle qui ne s'arrête pas et que la mort n'est pas un point dans le sujet, c'est juste un départ de l'âme en modèle d'un oiseau qui s'envole et qui continue son unité. Il est uni sur terre, uni dans les cieux. C'est vraiment exceptionnel, oui. En fait, monsieur Simon Sayer, c'est vraiment exceptionnel. Chaque détail derrière l'histoire, chaque détail justement représente voilà, une richesse tout à fait particulière. Merci beaucoup pour vos explications. Merci beaucoup à vous, monsieur Simon Sayer. Vous êtes expert en archéologie. Merci beaucoup pour toutes ces informations et ces explications justement concernant non seulement cette dernière découverte archéologique, mais tout ce qui a rapport en fait avec l'archéologie, avec l'Égypte antique. Merci beaucoup à vous. Madame, monsieur, merci à vous aussi de nous avoir suivis ce matin. Excellente journée à toutes et à tous. Et surtout, si possible, allez visiter justement Luxor et à Sens certainement. Voilà, ce sera toujours justement des visites, des tournées exceptionnelles. Voilà, à la prochaine.